Bonjour à tous et bienvenue à Getting Real with Paula. L'émission d'aujourd'hui sera en français et j'ai avec moi deux femmes d'affaires qui sont une source d'inspiration. Comme on dit que je ne peux même pas, je peux même pas expliquer tout le plaisir que j'ai à les avoir avec moi aujourd'hui à la session. Et vraiment dans un contexte d'autodétermination de notre parcours de vie personnelle. Comme je suis une fan sans pareil du développement personnel, je me suis dit que ça nous ferait tous et toutes du bien d'avoir un peu d'inspiration pour nous aider à encadrer, visualiser ou enclencher, comme on dit, les projets qu'on peut avoir dans nos réalités respectives. Et je vous dis d'avance que ces deux femmes n'ont définitivement pas, ne sont définitivement pas restées dans les sentiers battus. Donc, sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter Dorothy Rowe en premier. Et ensuite, je présenterai Joéline Claude. Et dans cette conversation, juste pour vous mettre un petit peu d'eau à la bouche, je vous mentionnerai quelques-uns des chapeaux qu'elles ont portés au cours de leur carrière respective. Je commencerai comme mentionné avec Dorothy. Fondatrice et présidente de Audace au féminin. Conférencière, consultante en diversité, conseillère en ressources humaines, chroniqueuse, humoriste, productrice et animatrice de radio. Oui, ça c'est juste Dorothée, une personne. Ensuite, je continue avec Joéline Jean-Claude et vice-présidente Audace au féminin, directrice des ventes exécutives avec Mary Kay, directrice des ventes au Salon international de la femme noire et enseignante au secondaire. Donc, mesdames, je vous laisse vous présenter dans le contexte de qu'est-ce que vous aimeriez partager avec nous par rapport aux grandes lignes de votre parcours de carrière et ce qui vous a amené à vous tourner vers l'entrepreneuriat. Je commencerai, est-ce qu'on va on va aller avec le D, étant donné que c'est la lettre la plus proche du début de l'alphabet. Dorothée, est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Oui, alors bonjour tout le monde, bonjour Paula et merci de m'avoir accueilli à ton émission. Donc, pourrais-tu répéter la question s'il vous plaît parce que j'ai été étourdie moi-même par les plusieurs chapeaux. Je te dis! Oui, mais il ne faut pas oublier tout ce que tu as fait parce que ça fait partie de ce que tu emmènes toujours plus devant. Donc, oui. La question, pourriez-vous partager avec nous les grandes lignes de votre parcours de carrière et ce qui vous a emmené à vous tourner vers l'entrepreneuriat? Bien, écoutez, grande ligne, je pourrais vous dire que tout ce que j'ai fait a toujours été teinté d'audace. J'ai toujours osé dans tout ce que j'ai fait. Et aussi, j'avais toujours pour objectif d'ouvrir les portes à d'autres personnes. Donc, je pense que ce soit au primaire, au secondaire, où j'étais très impliquée dans les activités parascolaires. Et quand j'étais au secondaire, j'ai créé le comité interculturel suite à ce que j'avais vécu par le passé. Donc, toutes les activités jusqu'au secondaire 5, où j'ai animé le bal de finissant, puis je faisais partie aussi du comité, bien, je m'assurais toujours que la diversité et l'inclusion soient présents. Même chose aussi au cégep, l'université, j'ai toujours été très engagée. Tu parles un peu de mon parcours. J'ai même eu la chance de faire un stage en Haïti avec le CECI Oxfam à Lac-aussi pendant 2 à 3 mois auprès de jeunes atteints de déficience mentale et d'handicap physique. Donc, encore une fois, l'inclusion et la diversité ne s'arrêtaient pas nécessairement aux gens ou à l'ethnoculturel, mais aussi à des gens qui justement souffrent d'handicap ou quelconque. Donc, j'ai voulu pousser la note un peu plus loin. Et par le passé, j'ai même aussi appris le langage gestuel, le langage des signes. C'est ça, je pense que j'ai toujours été très, très curieuse. Et ce que j'enseigne toujours, surtout avec mon fils, parce que je suis
Mère. Je suis maman, ouais, et je suis une mère monoparentale, mais comme mon fils le dit si bien, à temps partiel, parce que je suis tellement bien entourée que j'ai l'impression que j'oublie que je suis seule. Ça n'a jamais été un problème pour moi de trouver quelqu'un pour garder le petit, mais maintenant, j'ai un jeune adolescent, donc c'est plus, je vis pas ce même problème-là. Mais c'est ça. Donc, ce que j'ai toujours encouragé aux gens autour de moi, c'est de s'impliquer, que la parole doit être suivie d'actions et qu'il y a des actions qui peuvent être posées et que tous, bien, nous sommes en mesure de poser un changement quelconque, aussi minime soit-il, mais ça peut apporter à de grands changements. Et, et juste pour vous donner un petit exemple, je pense à mon fils qui fréquentait une école privée et lorsque c'était des jours fériés, comme par exemple le Nouvel An chinois, la Saint-Patrick, bien, dans cette école où on portait l'uniforme, bien, les élèves avaient droit à une journée de couleur, c'est-à-dire arriver sans porter l'uniforme. Et durant le mois de l'histoire des Noirs, mon fils avait constaté qu'il n'y avait pas de journée de couleur. Et je lui ai dit, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, ben, parle-en à tes profs. Si ça ne va pas, ben, fais circuler une pétition et ensuite, mais à la fin, moi, je viendrai, je pourrais intervenir. Ben, je serais heureuse de vous dire que ça fonctionnait. Mon fils en a parlé avec le prof qui en a parlé avec la direction. Et depuis, bien, mon fils, maintenant, il est au secondaire, mais cette école primaire, ils ont une journée couleur lors du mois de l'histoire des Noirs. Donc, c'est juste pour vous dire comment un petit geste peut apporter un grand changement et tout le monde est en mesure d'apporter ce changement-là. Merci. Merci, je trouve ça intéressant parce que pour moi, comme je te dis, je travaille dans le domaine du développement personnel et c'est toujours cet aspect de permettre aux gens de réaliser que ma voix fait une différence. Les gestes que je pose font une différence. Je ne peux pas tout simplement m'attendre à ce que les autres fassent toujours quelque chose. J'ai aussi un rôle là-dedans. Merci. Donc, Joéline, est-ce que tu veux que je répète la question pour toi aussi? Ça va pour moi. OK. Donc, on t'écoute. Alors, mon parcours, écoutez, premièrement, j'aime dire que je suis mère de 4 enfants, épouse de presque 29 ans. Et j'ai mon histoire, j'ai un background en sciences, un bac en sciences, un certificat. J'ai enseigné pendant 8 ans. J'ai beaucoup aimé ce que je faisais. Et là, disons que ce qui m'a fait changer un peu de carrière, c'est vraiment par rapport pour mes enfants. Ça a été vraiment pour la famille. Vous savez, des fois, on est dans une profession. J'aimais beaucoup cette profession-là. J'étais permanente temps plein. J'avais mon poste. Tout allait bien. Et sauf que je sentais que j'étais appelée à plus. À quoi? Je ne savais pas trop. Et mais par contre, je me disais, il me semble que la vie, c'est plus que ça, que juste d'aller faire ce que tu as à faire, retourner à la maison et tu sais, d'avoir un plafond. Pour moi, j'avais un plafond d'inspiration, un plafond. Okay. J'étais comme prise dans ça, puis je sentais que je dis, il me semble que la vie, c'est plus que ça, parce que j'avais tellement hâte d'être vieille, d'être tu sais, quand tu venais dans une famille haïtienne où tu es chez toi, tout le kit, là, tu avais hâte d'avoir ta liberté. Puis une fois que j'ai eu cette liberté-là, j'étais comme, je dis, il me semble qu'il doit y avoir plus que ça. Bref, moi, ce qui m'a amené à un tournant, ça a été un souci financier. Parce que dans ce temps-là, les garderies subventionnées n'existaient pas. Fait que mon troisième, vu que la santé de ma mère était un petit peu fragile, donc elle ne pouvait pas garder mes enfants. Fait que mon troisième enfant a été à la garderie à l'âge de 1 an. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment dur. Et puis cette garderie-là nous coûtait de 4 à 500 $ par mois. Moi et mon mari, on travaillait, mais je vous dis, on n'avait aucune place à de la récréation, de pouvoir s'amuser, tout ça. Et c'est là qu'on m'a introduit Mary Kay.
Et j'ai appris parce que j'étais pas une fille qui prenait vraiment soin d'elle. J'étais pas cosmétique, rien du tout. Mes amis qui me voient aujourd'hui sont étonnés. Disons que j'ai appris parce que j'ai vu l'opportunité, j'ai appris. Et qu'est-ce que ça m'a fait découvrir en moi c'est le côté entrepreneuriat que je savais pas que j'avais. Je savais pas qu'il y avait une femme d'affaires qui sommeillait en moi. Et le terrain de Mary Kay a été un terrain fertile pour moi pour pouvoir mettre en valeur qui je suis et aussi de pouvoir aider d'autres femmes à aussi prendre leur place. Et puis c'est là aussi que j'ai découvert ma passion pour l'avancement personnel pour les femmes. De voir que chaque femme, on a un potentiel qui sommeille en nous. Des fois, c'est parce qu'on n'est pas dans un terrain fertile qui permet que cette semence puisse grandir et croître. Alors, fait que Mary Kay, pour moi, à la fin, j'ai compris que c'était tout simplement un véhicule que j'utilise pour toucher la vie d'une femme, pour améliorer sa situation financière ou tout simplement de la faire découvrir combien merveilleuse qu'elle est. Alors, c'est vraiment juste le fait d'avoir changé comme ça de carrière, ça a changé la personne que je suis. Puis c'est là que je vois aussi, comme Dorothy aime bien dire, qu'il faut de l'audace. Il a fallu de l'audace pour que je me déracine de mes menottes en or parce que j'étais permanente temps plein, me déraciner puis de dire OK, let's go, va essayer quelque chose de nouveau parce que si tu le fais pas, tu ne le sauras jamais. Merci pour cette information. Puis je trouve ça fascinant parce que tu as fait le geste. Puis pour moi, c'était très clair. Je me sentais contrainte dans une réalité qui répondait plus à mes besoins. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et c'est souvent, quand on regarde notre quotidien, je pense pas que qui que ce soit est fait pour tout simplement ce qu'on appelle le métro boulot dodo. Mais des fois, on se retrouve en raison de nos responsabilités, de nos circonstances dans un métro boulot dodo. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui nous dit, il y a quelque chose de plus dans le monde. Comment ça se fait? Oui, La question, vas-y Dorothy. Puis c'est bien ce que tu dis et c'est pour ça que, bon, Joéline le mentionnait, on le sent, mais des fois, c'est justement une peur qui nous paralyse et qui nous empêche de faire le saut. Et s'il y a les gens qui nous écoutent, je vous dirais, là, vraiment, là, allez-y, n'ayez pas peur, osez, parce que vous risquez de faire de belles découvertes, non seulement à l'extérieur, mais par rapport à vous-même. Ouais. On se découvre aussi lorsqu'on prend cette avenue-là. Oui. Et quel que soit l'environnement, en tout cas pour moi, parce que il y a des environnements qui sont mieux appropriés pour chaque individu. Pardon. Et des fois, c'est cette partie où je dois valider où est-ce qu'est ma voie à moi. Dans le virage que vous avez fait, comment est-ce que vous l'avez vécu, sachant qu'on vit dans une société qui prise la sécurité d'emploi? Est-ce que oh, les sourires. Écoutez, moi, pour ma part, j'ai dû faire face à du mépris de mes pairs, parce qu'on dirait que les gens nous mettent dans un moule et c'est là que tu dois poursuivre. Et surtout qu'il y a des gens qui me disaient, mais là, pourquoi tu te plains? T'as ton poste est permanent, pourquoi tu veux plus? Et il a fallu, vous savez, cette décision-là, je l'ai prise pour moi. Ma famille m'a épaulée, mon mari m'a accompagnée là-dedans et toute la famille au complet. Mais il a fallu que j'assume cette décision-là pour que je puisse avancer. Parce que à chaque fois que je devais me justifier auprès des gens, ça m'a ralenti. Et c'est la journée que j'ai décidé de m'assumer, de dire que je suis directrice des ventes avec Mary Kay, d'arrêter de dire que j'ai aussi un bac, que j'ai aussi enseigné, comme pour justifier comme quoi. Quand j'ai arrêté, et c'est là que les choses ont tourné, c'est vraiment d'avoir pris la décision d'assumer mon choix puis de continuer parce que il y a une chose que j'ai appris aussi durant ce parcours-là, c'est que le succès, c'est une décision et le succès aussi, c'est un chemin solitaire.
Ouais. Il y a très peu de personnes qui décident de l'emprunter. Et j'ai dit, j'ai choisi d'être parmi les peu. Alors, je me suis associée avec les gens qui ont cette même philosophie, cette même vision-là pour pouvoir poursuivre mon chemin. Et aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait parce que c'est là que les autres viennent me suivre, parce qu'ils voient comme, OK, ça a été un bon move. Oui, ça a été un bon move. Ouais. Et de ton côté, Dorothy? Ben, écoutez, moi, j'étais conseillère en ressources humaines. J'étais dans une multinationale, dans l'industrie pharmaceutique. Donc, j'étais relativement très bien. Et je pense qu'on arrive tous aussi à ce stade-là. Comme je vous le disais tantôt, on voit quelque chose, on a comme un appel, une intuition qui nous dit qu'il y a quelque chose de mieux à l'extérieur, mais on n'ose pas. Et à 37 ans, ben, comme j'étais bien, j'avais plus rien à prouver auprès de ma famille, auprès de la société. Ben, c'est là que j'ai fait le saut dans l'humour. Et évidemment, c'était, je me rappelle très bien quand j'avais rencontré à l'époque le vice-président de Juste pour rire, qui m'avait demandé si j'étais prête à sacrifier ma carrière pour me lancer sur la scène artistique pour faire des blagues. Et encore une fois, avec audace, je lui ai répondu que oui. Donc, c'est ce qui est arrivé. En 2011, il y a eu une mise à pied avec l'entreprise et je suis partie avec une enveloppe qui m'a permis de présenter mon premier One Woman Show en 2012. Et de 2012 jusqu'à 2018, j'étais autonome financièrement, mais jusqu'à aujourd'hui. Et je dois vous dire qu'à un moment donné, excusez-moi, ça c'est les joies du live. Je la donnais pas. Alors, comme je le mentionnais, au-delà de l'aspect financier, je pense qu'il y a l'accomplissement de soi-même, nos propres réalisations qui amènent un contentement que peut-être dans un emploi, on n'aurait pas ressenti. Et moi, quand je regarde un peu mes réalisations, un jour, il faudrait que je fasse une liste. Ben, il y a cette fierté d'accomplissement et aussi il y a cette liberté qu'on jouit lorsqu'on est travailleur autonome. Joëline le mentionnait par rapport à la famille. Oui, on a plus de temps pour la famille. Oui, quand on a un enfant, par exemple, qui est malade, on n'a pas à justifier à notre employeur que, bah, écoutez, je dois partir, je dois m'occuper. Ça n'existe pas lorsqu'on est entrepreneur. C'est sûr que ça amène aussi le revers de la médaille aussi, c'est que quand on est entrepreneur, on travaille beaucoup plus souvent. Quand je dis souvent, c'est presque 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24. Donc, c'est sûr que lorsqu'on a une famille, lorsqu'on a un partenaire de vie, ces gens-là doivent être impliqués, doivent comprendre aussi la raison d'être dans cette voie-là, hein, vers quoi on chemine. Et puis, moi, j'ai fait un choix de me lancer dans l'entrepreneuriat social parce que je crois à j'ai vu qu'il y avait une problématique. J'ai voulu résoudre, présenter une solution par le biais du Salon international de la femme noire. Donc, moi, la voie sociale, c'est ce qui vient me chercher le plus. Si c'était plus l'aspect lucratif, je pense que là, je serais plus travailleur autonome. J'aurais été une entreprise, mais non sociale. Peut-être j'aurais pu être une entreprise privée et avoir une cause sociale, comme beaucoup le font. Mais moi, j'ai l'impression que ma vocation, c'était vraiment de profiter de cette voie-là que l'humour m'a accordée et de l'utiliser pour l'avancement des femmes noires. Merci, merci, merci. J'adore la conversation. Si on revient sur le premier virage, c'est-à-dire quitter l'emploi sécuritaire vers l'autre voie, quand et comment avez-vous réalisé que vous aviez pris la bonne décision? Oh. Parce que les premiers temps, c'est toujours je suis pas sûre, je devrais pas, est-ce que j'y retourne pas, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ben, écoute. OK, vas-y. Tu peux aller aussi, Joëline. Non, je sais, mais écoute, vas-y. Ben, écoute, Paula, tu l'as mentionné, et ça, je pense que ça va être normal de toujours le ressentir. Tu sais, il y a toujours des moments de doute.
Puis ça, on le vit. Dès qu'il y a une certaine instabilité, donc dès qu'il y a un souci financier, on se gratte la tête à savoir comment on va payer le loyer, par exemple, payer nos factures. Mais moi, je vais vous avouer, personnellement aussi, je trouve ça excitant. Excitant parce que c'est là que, pour moi, l'entrepreneur prend son plein potentiel, en fait, son expansion, devrais-je dire, parce que l'entrepreneur est en mesure de trouver et doit trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontre, que ce soit l'entrepreneuriat social ou bien une entreprise privée, c'est ça. Et je pense que pour moi, c'est excitant et de voir que, bon, j'ai un problème devant moi, comment je vais trouver une solution, comment je vais faire pour arriver au mois prochain. Je sais que c'est pas facile, mais lorsque moi, dans mon cas personnel, que ce soit dans l'humour ou maintenant à titre de présidente d'Audace au féminin, c'est quand je reçois, par exemple, des messages, quand je rencontre des gens qui m'ont dit quand j'étais humoriste comment je mettais de la joie dans leur vie, comment j'amène une fraîcheur dans le paysage humoristique québécois. Donc, ces commentaires-là me nourrissent et me motivent d'aller de l'avant parce que, Joëline l'a mentionné, c'est une voie solitaire, le succès. Et les premiers obstacles, on va le ressentir autour de soi, même autour de sa famille. Moi, mon père a toujours dit qu'il préfère me voir derrière un bureau que sur la scène. Et jusqu'à présent, ben, il a la difficulté de comprendre le Salon international de la femme noire. Bon, ben, ça, c'est un autre débat. Mais c'est ça. Alors, quand je reçois ces courriels, actuellement, les gens m'écrivent pour me dire merci de parler, de faire briller les femmes noires, des hommes. Puis, en plus, ces commentaires-là ne viennent pas nécessairement des gens issus des communautés noires, mais aussi des gens qui ne sont pas noirs. De voir que des entreprises me communiquent pour savoir comment mettre l'inclusion dans leur entreprise. Donc, pour moi, c'est là que je me dis, voilà ma récompense, voilà vraiment une forme de gratification que je ressens. Maintenant, le défi, c'est comment monnayer tout ça et pouvoir en vivre sans se casser la tête. Ça, c'est un autre beau défi. Mais il ne faudrait pas que ça nous détourne de la mission de ce qu'on doit réaliser. Ouais. Merci. Et de ton côté, Joëline? Ben moi, j'ai les deux côtés, OK? Parce que, bon, quand j'ai commencé mon entreprise Mary Kay, il y a un temps que je me suis arrêtée et là, je me suis vraiment posé la question. Je dis, OK, est-ce que tu continues ou tu retournes? J'étais vraiment dans un carrefour, OK? J'aimais bien ce que je faisais, mais je ne pouvais pas faire vivre ma famille d'amour et d'eau fraîche. Et là, il fallait que j'apprenne à devenir une femme d'affaires. Je ne l'étais pas. Il fallait que j'apprenne la structure, que j'apprenne à me bâtir en tant que femme d'affaires. Là, j'étais dans un carrefour que j'étais comme, OK, parce que l'autre emploi m'attendait encore. Et là, j'ai appelé mon beau-frère et j'ai appelé Audner. J'ai dit, explique-moi, je suis embarrassée, je sais pas. J'aime ça, mais je sais pas quoi faire. Est-ce que je retourne dans ce que je connais? Est-ce que je retourne dans ma zone de confort ou je continue? Et c'est là qu'il m'a dit, Joëline, il dit, la décision, c'est toi ça va venir de toi. Il dit, plusieurs entreprises lâchent après les 5 ans. C'est le test. Par contre, tous ceux qui ont décidé de continuer, plusieurs ont eu du succès. Puis là, il me dit comme ça, ne regarde pas trop à ce que tu as fait parce que c'est les moments les plus difficiles. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, OK, 1, 2, 3, go, vas-y jusqu'au bout. C'est là que j'ai décidé de continuer. Tandis que pour le salon, puis aussi un peu par rapport à Mary Kay, comme Dorothy disait, le fait qu'on est très proche des gens, c'est vrai que c'est très gratifiant. La gratification, elle est incroyable. Que ce soit les maris de ces femmes qui m'appellent pour me dire merci de ce que tu as fait avec mon épouse. Il n'y a pas de prix, c'est beaucoup plus que l'argent qu'on reçoit. Par contre, si je regarde le salon, c'est autre chose. Le salon, je me sens, c'est comme une mission interne. C'est comme, écoute, on en donne du temps là.
En plus, j'ai encore j'ai mon entreprise Mary Kay et j'ai le salon. On donne du temps et on ne voit même pas la quantité de temps qu'on donne, le nombre d'heures qu'on passe à se rencontrer, à se parler, les idées. Là, c'est là que tu vois que c'est encore plus profond et c'est comme si j'ai un devoir de laisser un héritage durable, pas juste pour mes enfants, mais pour la société. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, ma participation au salon a fait aussi que, par rapport à mon entreprise Mary Kay, ben, je m'identifie encore plus comme étant une femme noire. J'étais la seule avec la Cadillac Rose, la seule dans le cercle de l'élite. Mais maintenant, je me positionne et j'ose poser des questions au siège social. Et justement, hier, j'ai eu une conversation avec la responsable, puis elle m'a dit, on doit se parler avant le séminaire parce que je veux savoir ce que tu veux qu'on apporte pour les femmes noires par rapport à l'entreprise Mary Kay. Alors, c'est venu allumer mes antennes et je vous dis, c'est plus fort, c'est fou, là. Mais tu vois, c'est ça, Paula. C'est ça qui est intéressant quand tu entends ça. Puis, Jolene, c'est plusieurs voix parmi tant d'autres. Et puis, nous, on l'a vu aussi. Hein. Ça a été un choix volontaire de notre part d'appeler, de donner le titre, dans le titre du salon Femmes Noires, parce qu'il était temps qu'on se réapproprie de cette identité-là. Hein. Avant, on nous mettait dans la catégorie femmes issues du monde, femmes de la diversité, femmes de couleur. Non, non, hey, on est des femmes noires et nous avons une réalité que vous devez savoir. On va s'imposer maintenant. Cette narration-là, elle part de nous et pas de vous. Hein? Exact. Et nous, on l'a vu depuis qu'on a fait l'annonce en 2016 à aujourd'hui. Wow! Mais c'est extraordinaire de voir la place des femmes noires maintenant ici même au Québec, mais même aussi au niveau du Canada. Je veux dire, une fois qu'on a fait cette annonce-là, quelques temps après, il y avait Viola Desmond qui était sur le billet de 10 $. Aujourd'hui, on passe à des Déborah Cher-Enfant qui est à la tête de la Jeune Chambre de commerce. On a vu dernièrement la nomination de Dorothée Alexandre. Écoutez, pour nous, et nous, c'est ça qu'on a fait, c'est qu'à travers notre mission, on a sensibilisé les dirigeants, les différents acteurs de cette société québécoise pour leur dire, hey, attention là, il y a des femmes noires qui sont là, qui brillent dans l'ombre, mais que nous, on va les mettre en lumière. Et on envoie un message fort quand les gens voient que même au sein de l'organisation d'Audace au féminin ou même du Salon international de la femme noire, que l'équipe est composée uniquement de femmes noires. Pourquoi? Parce qu'on veut démontrer que nous sommes capables. Souvent, on ne nous donne pas des privilèges, des opportunités ou des responsabilités plus élevées parce qu'on nous croit incapables. Mais avec le Salon international de la femme noire, il y a plusieurs messages, mais ça, c'est un autre message qu'on envoie, c'est que ces femmes-là qui sont autour de vous, qui sont invisibles, bien, elles ont ce pouvoir de changer la donne au sein de notre entreprise. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'apport des femmes noires. Tu vois, une autre chose, Paula, si tu me permets, ça me rappelle, Dorothy, tu sais, quand on nous avait conseillé de ne pas utiliser femmes noires, de marquer la diversité, parce que dans ce temps-là, c'était la diversité qui était à la mode. Là, nous, on a dit non. Je dis non. On a vraiment tenu jusqu'au bout non, on va garder, on va s'approprier de notre titre. Puis je trouve que vraiment là, ça a été un bon coup, un bon choix de ne pas se laisser aller avec la tendance populaire. Ouais. Et je trouve ça vraiment passionnant de vous entendre parler dans le contexte où j'entends la passion, j'entends la mission, j'entends ce désir de créer un changement et de faire un impact qui va au-delà de mes gains personnels. Exact. Et considérant la réalité dans laquelle on vit au quotidien, c'est tellement facile de ne garder qu'une vision tunnel. Alors, quand vous entendant, on vous voit faire les liens de façon tellement plus large. Là. Donc, on n'est pas ici. On ouvre. Et pour moi, la question aussi se posait, qu'est-ce qui est venu avant? Le Salon international de la femme ou Audace au féminin?
Le salon avec l'histoire du fond de teint. Vas-y, ma chère, je te laisse raconter l'histoire du fond de teint, Dorothy. Wow, c'est le salon qui est venu en premier lieu. Hein? Joline l'a mentionné, autour de l'équipe, on avait chacun nos professions, mais on ne s'y connaissait pas vraiment dans tout ce qui est des OBNL, patati patata. On ne connaissait rien, on n'était même pas dans l'écosystème entrepreneurial. Alors, l'idée est arrivée parce que, comme je l'ai mentionné, je suis allée à une pharmacie, j'ai pas trouvé de fond de teint pour ma couleur. C'était en 2016. Pour moi, c'était inacceptable. Comme je vous le mentionnais, depuis que je suis petite, je suis une fervente défendresse de la diversité et l'inclusion. Donc, encore une fois, depuis que je suis petite, on parle de cette absence de la représentativité des personnes de couleur à la télévision, en politique, dans la fonction publique, dans toutes les sphères. Et maintenant, voilà que j'arrive à la pharmacie, à Rivière-des-Prairies, 80% des gens sont noirs, et puis il n'y a pas de couleur pour ma peau. C'est inacceptable. Donc, j'ai passé cette frustration-là sur les réseaux sociaux, et c'est comme ça aussi qu'on a renoué contact, Joëline. Joëline pourra raconter cette partie-là. Mais encore là, je voulais pas nécessairement juste un événement de beauté, hein, parce qu'il y en avait déjà plusieurs. Et j'ai toujours dit que les femmes se définissent plus qu'un simple bâton de rouge à lèvres. On a quelque chose entre les deux oreilles. Et ça, c'était important. Et en plus, on était dans l'ère du mouvement MeToo, un mouvement qui a été créé, initié par une femme noire, mais encore une fois, on n'en parlait pas trop. Mais dans ce mouvement MeToo, ici au Québec, la voix des femmes noires était exclue. On ne faisait pas partie de cette discussion. Donc, je me suis dit, ça nous prend absolument une plateforme pour qu'on puisse avoir voix au chapitre, pour parler des enjeux, pour parler de l'actualité québécoise, canadienne, internationale, parce que c'est ça, nous, les femmes. On parle de tout ça. On ne parle pas juste des cheveux et de rouge à lèvres. Oui, hein, on aime ça, on est tous coquets. Quand je nous regarde, je sens un parfum de fleurs. Hein? Je regarde Paula, Lady in Red, les lunettes avec le top. Hein? Jean-Claude qui va chercher le collier, regardez-nous, qui est allé chercher ça à l'ouest spécialement pour Paula. Et puis moi, après une violente réaction allergique, j'essaie de cacher certaines parties, mais bon, je suis bien contente, mais n'empêche que, ah oui, j'ai mes boucles d'oreilles, par contre, je peux mentionner ça. Mais par contre, bon, ça fait partie de nous, et ça, on peut pas le mettre de côté. C'est ça la beauté aussi, c'est tout ça, la femme noire. Mais, il fallait vraiment qu'on passe un message, puis il fallait qu'on ait cette plateforme. Et quand les gens nous voient parler de l'intelligence artificielle, ils sont comme, hein, des Noirs qui parlent d'intelligence artificielle. Hein, ben oui, on est capable de parler de ça, nous autres. T'sais? Donc, on a une voix au chapitre au niveau politique. Hein? On est les seuls à mentionner qu'en 2018, lors des élections provinciales, 11 femmes noires se sont présentées. C'est historique. Personne ne l'a souligné, sauf nous, Audace au féminin. Donc, alors oui, le salon est arrivé et Audace au féminin est venu par la suite parce qu'il y avait tellement d'avenues qu'on voulait défendre que le salon international ne suffit pas et c'est un événement qui se produit une fois durant l'année et comme on peut le voir ici déjà là avec le groupe, on a beaucoup de choses à jaser donc ça nous prenait pour parler toute l'année là, pour qu'on nous entende parler de nous. On voulait pas faire un peu comme le mois de l'histoire des Noirs où c'est uniquement au mois de février, on parle du mois de l'histoire des Noirs et durant l'année on nous oublie. Non. Avec chaque jour, ça je veux dire en créole, chaque jour n'a pas obligé d'entendre nous. Chaque jour, vous allez nous entendre. Mais c'est pour ça qu'on dit aussi hein, que c'est un mouvement, c'est pas juste un événement. Voilà. C'est un mouvement. Et puis, c'est ça, juste pour revenir avec l'histoire du fond de teint, parce que là, il y avait beaucoup de clavardage sur Facebook avec cette histoire de fond de teint. Puis, il y a une de mes clientes qui a référé à Dorothy une autre marque de fond de teint. Et puis là, moi, je suis comme, what? Comment ça que tu lui donnes ce fond de teint-là? Et Mary Kay. Et là, c'est là que la personne a repris. Puis finalement, Dorothy m'appelle. Puis elle me dit, elle dit, toi, la Joëline, tu devrais avoir ta propre marque de cosmétiques. J'ai dit, non, Dorothy. J'ai dit,
l'histoire des cosmétiques, pour moi, c'est tout simplement un véhicule que j'utilise pour toucher la vie d'une femme. Je dis, ça n'a rien à voir, je dis, à tout, le produit, c'est vraiment le véhicule. Puis là, on a jasé un peu, puis elle a dit, ah, OK, là, je comprends ta position et tout ça, puis ta mission. Et par après, ça c'est devenu encore plus gros. Et c'est là que Dorothy m'a téléphoné, m'a dit, Joëline, j'aimerais vraiment que tu fasses partie de l'équipe pour mettre en place le Salon international de la femme noire. Ben, oui, on avait déjà le titre, hein, Dorothy, à ce moment-là? Oui, on avait déjà le titre du salon. Mais quand tu parles de véhicule, il faut aussi que tu mentionnes que tu es une des seules femmes noires au Québec et au Canada à conduire une Cadillac rose. Oui. L'affaire, c'est que c'est vrai. Ouais, OK. T'es drôle. Vous savez, il y a une chose, Paula. Quand je suis arrivée au Québec, j'avais 5 ans. OK? Puis j'ai pas envie de dire mon âge, j'en ai 51, hein, c'est ça? Je suis genre 55. Oui, mais faites-toi là. OK? Vous savez quoi? J'ai toujours su que je devais ouvrir la porte aux autres. Fait que peu importe ce que je fais, je donne mon maximum. Je vise l'excellence dans tout ce que je fais parce que je sais qu'il y en a d'autres qui vont avoir besoin de passer par ce chemin-là après. Alors, c'est pour ça que même dans l'entreprise Mary Kay, lorsque j'ai décidé de m'engager, de devenir directrice, de changer de carrière, mon but était vraiment d'être au top de la compagnie. Pourquoi? Parce que je voulais montrer aux femmes noires qu'elles peuvent atteindre cette position-là aussi et que c'est accessible pour nous. Fait que c'est une mission à double volet, autant sur la vie des femmes, mais aussi de leur dire, let's go, prenez votre place parce que c'est aussi là pour vous. Fait que le salon, c'est tout simplement une continuité de ma mission, de ma vision. C'est juste que là, le véhicule est différent, mais bien qu'ils ont besoin de, parce que c'est nous qui prenons soin. Je sais que Paula, je pense que tu as passé auprès du comptoir Mary Kay lorsque tu as fait ta conférence là, avec nous l'année passée. Oui, et je dois avouer pour moi, et j'étais avec des amis quand on est venu, en fait, j'étais avec une amie et ma fille quand on est venu, et le sentiment d'appartenance que tu avais en entrant dans la pièce et en réalisant que tout le monde me ressemble. Tout le monde comprend ma réalité ou peut, comme on dit, s'enligner par rapport à ce que je vis, certains des défis et même certains des succès. Parce qu'on était toutes là à s'encourager. Je dois admettre que j'ai encouragé beaucoup plus de monde que je pensais. Donc, c'est toujours la partie où il faut contrôler les dépenses, mais pendant cette période-là, c'était vraiment un donnant-donnant que je sentais. Et ça faisait toute une différence. Et quand on regarde, parce que là, vous avez parlé du mouvement du Salon international de la femme, mais vous avez aussi mentionné Audace au féminin. Donc, Audace au féminin est aussi un mouvement. Oui, donc, en fait, Audace au féminin, c'est l'OBNL qui présente le Salon international de la femme noire. Audace au féminin, c'est l'OBL qui est là pour donner des outils aux femmes noires pour leur permettre de s'émanciper tant sur le plan personnel que financièrement. Okay? Donc, parmi les activités de cette OBNL, il y a le Salon international de la femme noire qui est l'événement phare. Exact. Il est tellement l'élément phare qu'il prend même des fois de la place par rapport à l'organisme, tu vois. À l'intérieur de Audace au féminin, il y a d'autres aussi projets. Il y a le projet, par exemple, Audace Masterclass, qui sont des formations, des ateliers qui sont donnés par des experts, que ce soit en politique, en entrepreneuriat, dans différents domaines. On a aussi le projet Anela, qui est un projet pour aller chercher, encourager, en fait, aller chercher. Le projet Anela, c'est surtout pour aller sensibiliser encore une fois les gens de l'importance d'avoir des données raciales. Et là, on s'intéresse au niveau de la santé des femmes noires
plus précisément au niveau du cancer, parce que déjà la COVID nous a démontré que ça n'existe pas, ces données raciales-là, mais encore plus aussi au niveau du cancer du sein, par exemple. Ben, on remarque aux États-Unis, les statistiques démontrent que le cancer du sein est beaucoup plus agressif et beaucoup plus meurtrier chez les femmes noires que chez les femmes caucasiennes. Et ça, c'est grâce à des études. Mais malheureusement, ici, on n'a pas ça au Québec, donc on est obligé de se fier aux données américaines. Et c'est ce qui fait que les femmes afro-américaines font des tests de dépistage beaucoup plus tôt qu'ici au Québec, où c'est encouragé de le faire à partir de 50 ans. Mais tandis qu'aux États-Unis, 30 ans, 40 ans, on commence le dépistage. Donc, c'est toutes ces choses-là qui nous tiennent à cœur que Audace au féminin met sur pied différents projets. Le mentorat aussi. Pardon? Il y a le mentorat. Oui, il y a le mentorat aussi. Donc, c'est plusieurs projets de ce type-là que chapeaute Audace au féminin, mais c'est vraiment, c'est l'entité. C'est le parapluie qui soutient toutes les différentes activités. Exact. Je trouve ça passionnant, je l'ai mentionné déjà, non seulement de vous parler, mais de sentir l'énergie qui se dégage dans vos interactions. Quand on vous voit, on sent une amitié, mais on sent aussi un respect et on sent une vision commune. Et c'est énorme dans l'avancement d'une cause. Et je suis tout à fait avec vous dans le contexte où on dit que, en tant que femme, on a besoin de ces encouragements. Mais en plus, en tant que femme noire, c'est encore plus marqué. Donc, savoir qu'il y a des ressources, il y a des outils, il y a des gens qui veillent sur ces questions fait toute une différence, en tout cas pour moi. Si je vous demandais, Paula, quel serait… Oui? Juste pour ajouter, tu sais, par rapport à l'équipe, aujourd'hui, là, il y a moi et Dorothy, mais je te dis, cette relation-là, ce spirit-là, c'est toute l'équipe au complet. Dieu nous unit avec des femmes extraordinaires qui se donnent. Hein, c'est vraiment un don de soi parce que elles font du béné-love que j'aime bien. Et ça se ressent. C'est pour ça que lorsque les gens viennent au salon, ça part du noyau. Et le noyau part de la tête. Dorothy, bien entendu, que c'était son credo. Il faut avoir le plaisir et le sourire. On rit tout le temps. Et ça, là, tu vois, il y a un visiteur qui est venu voir la veille du salon, juste pour zuéter comment ça se passe. Il a dit que c'est drôle, c'est la première fois qu'il ressent ça, et que même avant l'événement, tu pouvais sentir déjà l'atmosphère de joie, juste dans les préparatifs. Même les gens qui placent leurs kiosques, les chaises qu'on bouge, il dit qu'il pouvait sentir la joie, une sérénité, une harmonie. Alors, tout ça part de la tête. Chapeau Dorothy, qui est notre visionnaire, et aussi tous les autres membres de l'équipe qui participent avec nous dans cette mission, comme si c'était la leur. Et ça, là, c'est vraiment notre force. Oui, absolument. Absolument. Impeccable. Pour moi, c'est impeccable. On le sent à travers, en tout cas, moi, je le sens à travers l'écran, mais comme j'avais mentionné, je vous ai vu interagir l'une envers l'autre, là, et tu es sur le côté, tu observes et tu as juste envie de sourire parce que ça rappelle, ça donnait l'impression d'être en famille. C'est une famille élargie et non pas tout simplement, ah ben là, je suis venue à un événement, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, puis OK, bye. Tu sentais que les gens étaient, il y avait une connexion à travers les différentes interactions, quels que soient les sujets qui étaient discutés. Si je vous demandais quelles sont les 2 ou 3 leçons retenues de l'entrepreneuriat pour chacune de vous? C'est une bonne question, hein? Ouais. Je reviens, je réfléchis. On est... Écoutez, leçon, il faut être résilient. Il
il faut vraiment avoir de la résilience. Et une autre leçon, pour moi, c'est mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est ce qui m'a tenu et ce qui me tient jusqu'à présent. L'autre, ça serait de viser l'excellence. C'est une leçon que j'ai. Ouais, moi, ce serait vraiment les trois. C'est ça. Le pourquoi, la résilience et l'excellence. C'est bon. Parfait. Merci. De ton côté, Dorothy? Écoute, moi, je reviens avec l'audace. Ça prend de l'audace parce que des obstacles, ils vont en avoir. J'ai mentionné autant des proches que des gens externes. Il faut être entêté. Puis aussi, l'importance de bien s'entourer. Ça fait toute une différence. Hein. Est-ce qu'on vole avec des pigeons ou bien on vole avec des aigles? Donc, ça, c'est bien important. Et aussi, ce que pour moi, ce qui est important aussi, c'est que on peut pas réaliser un projet, une entreprise seule. Ça nous prend des gens autour de nous. Et il faut pas être intimidé de l'aura ou de la lumière que ces gens-là ont déjà. Et au contraire, ces gens-là vont apporter cette lumière-là au projet ou à la mission. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens qui sont intimidés parce qu'un tel s'exprime mieux, parce qu'un tel comprend mieux tel projet ou bien a une formation plus élevée que moi qui suis le porteur du projet. Au contraire, il ne faut pas être intimidé. Je pense que c'est une force. Moi, j'ai toujours dit, c'est ça ma force. Moi, c'est de m'entourer des gens qui excellent et qui sont meilleurs que moi dans plusieurs domaines. Et je ne suis pas intimidée de leur offrir cette plateforme-là et que ces gens-là brillent aussi. Il y a de la place pour tout le monde. J'aime souvent dire qu'il n'y a pas un restaurant qui offre de la pizza, il y en a des tonnes et des tonnes de pizzerias. Donc, alors, je trouve qu'il faut laisser la place aux gens de briller, même au sein de son équipe, et de ne pas être intimidé, au contraire. Quand un membre ou des membres de l'équipe brillent, c'est tout le projet qui brille. Fantastique. Moi, je prends des notes là parce que j'adore ce que vous me dites. L'autre élément, peut-être la seule chose qui me resterait à dire, à vous demander en fait. Si vous pouviez utiliser une phrase qui sera un message clé que vous aimeriez laisser à un auditeur qui présentement se dit, est-ce que je devrais ou je devrais pas? Est-ce que c'est pour moi ou c'est pas pour moi? Quel serait ce message clé que vous aimeriez passer? Ben, je l'ai dit au début, hein, c'est aussi le slogan du salon. N'aie pas peur, ose. Fais le saut. N'aie pas peur, ose. Et ma phrase fétiche pour les gens de couleur, c'est si on a la peau foncée, c'est pour foncer et défoncer les portes. Oh, I like. Et toi, Joéline? Moi, j'ai vécu une situation et ça m'a choquée, puis cette phrase-là m'est venue. Et aujourd'hui, je sens que cette phrase est encore 2 fois plus forte, vu les situations actuelles. Il est temps de se repositionner, parce que être positionné, c'est une décision, mais c'est de changer de position, de se repositionner afin que personne ne décide de ta destinée. Merci. Merci. Pleure comme pas, on dit, drop the mic. Pleure pas. Non, drop the mic. J'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit parce que ça dit tout. Moi, ce qui me vient en tête souvent, c'est cet aspect quand je dois prendre des décisions, changer d'environnement, faire un virage quelconque. C'est important de me rappeler qu'après tout, c'est ma vie. Ben oui.
on a juste une vie à vivre. S'il y a un inconfort qui crée, comme on dit, que ce soit de l'insomnie, qui crée la dépression, qui m'empêche d'être et de m'exprimer comme je devrais m'exprimer, ça veut dire qu'il y a quelque chose à revoir. Absolument, ça veut dire que tu es à ta place. C'est ça, t'es pas à ta place. Donc, c'est important de reconnaître certaines choses et de valider qu'est-ce qu'il y a de mieux, de plus, dans un environnement différent. Exactement. Sur ce, mesdames, je voudrais vous dire un super gros merci. Comme on dit, moi, la femme ici présente a toujours besoin d'inspiration. Puis comme on dit, si vous étiez ici quand on a commencé la conversation, là, mesdames, vous êtes ici. Donc, en tant que source d'inspiration numéro 1, je suis extrêmement bénie d'avoir eu cette conversation avec vous. Et à vous, mais ça fait plaisir. Merci infiniment de l'invitation. Et puis, bravo pour ce que tu fais. Merci. J'essaie comme je peux aussi d'ouvrir la porte à certaines réalités. Et quelque part là-dedans, là, ce sera toujours la conversation. Comment je découvre tout le potentiel que j'ai à l'intérieur. Et je ne peux jamais le découvrir si je ne prends pas de risque. Donc, comme tu dis, ose, fonce, défonce s'il le faut, mais trouve ce qui t'anime. Il n'y a personne d'autre qui peut le trouver à ta place. Donc, un gros merci. Merci. Un gros merci. Et comme on dit là, maintenant, je suis une fervente, si je ne l'étais pas auparavant, de l'audace au féminin et du Salon international. Donc, si je peux vous plugger, vous savez que je vais le faire, ça, c'est pas de question là-dessus. Mais en même temps... Tu es fervente de toutes, là. Oublie pas le mentorat. Moi, je t'oublie pas. OK, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu peux faire appel à moi. Moi, j'ai pas de défi à élever les autres parce que c'est seulement quand on avance tous en même temps qu'on arrive à vraiment faire la différence dans notre environnement. Donc, à vous, mes auditeurs, je vous dis un gros merci. J'espère que que cette émission vous fera un petit baume sur le cœur à vous et que pour celles qui se demandent si oui ou non je devrais faire le saut, que ça vous permette de faire au moins un petit pas en avant dans votre réflexion. Donc, à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup.